Invité de À la Une cette semaine, Mickaël Boumendil, bonjour. Bonjour. Mickaël, vous êtes président de l'agence 6e Son. C'est vous qui êtes derrière la signature sonore de la SNCF ou encore celle de la Coupe du Monde de rugby, qu'on entend pas mal en ce moment. Et vous publiez ceci, ça s'appelle Le siècle du son, c'est aux éditions Fayard, aux éditions Débat Public, pardon. Mickaël, j'ai lu, moi, jusqu'à la petite note ici. Celle-là, que personne ne lit, mais moi je la lis. Et j'ai découvert que 2 milliards de personnes chaque jour à travers le monde écoutent un son qui vient de votre agence. Mais 2 milliards, mais c'est vertigineux chaque jour. Je ne sais pas si c'est vertigineux parce que 6e Son a aujourd'hui une position, on est un leader mondial, on est dans beaucoup de pays, on travaille pour beaucoup de marques à travers le monde. Et si je prends par exemple un de nos clients chinois qui est un grand constructeur automobile qui s'appelle Changan, quand Changan fait une publicité, et ils en font pas mal, c'est vu immédiatement par 600, 700 millions de personnes. Ouais. On a des clients aux États-Unis, on a des clients en France, hein, vous savez, la SNCF, ça transporte 1 milliard et quelques de personnes par an. Et si vous rajoutez à ça les gens qui fréquentent les gares, qui viennent chercher leur famille, leurs amis, on monte très vite, donc on a une audience très forte. Et puis on est aussi dans le quotidien à travers les objets. On est embarqué dans des voitures, on est embarqué dans un téléphone portable. Vous savez qu'on a créé l'identité sonore monde de Samsung il y a quelques années. Je pense que peut-être que ce que ça montre, parce qu'on a eu des versions de cette évaluation qui montaient bien au-delà de 2 milliards, ce que ça montre, c'est que le son est absolument partout. Il est dans le quotidien des marques et il est dans le quotidien des gens. Donc cette audience, elle est liée à ça. Vous publiez donc Le siècle du son aux éditions Débat Public. Est-ce que ça vous va si je dis que c'est un manifeste pour engager les marques à se préoccuper de leur identité sonore et de leur signature sonore? C'est une façon de le dire. La première chose, c'est de raconter que d'abord, le son est en train de devenir le langage le plus puissant que les mots, plus puissant que les images. Et à la fois, j'explique pourquoi est-ce qu'on peut en faire quand on est un dirigeant, quand on est une marque. En fait, c'est la digitalisation qui a propulsé le son à ce niveau-là d'influence, selon vous? Alors, le son, il a 2 origines d'influence. Il a une origine assez biologique. On est comme étant un animal auditif, et l'audio s'impose à nous. On peut fermer les yeux, on ne peut pas fermer les oreilles. Ouais. D'autre part, il y a tout un vocabulaire sonore qui aussi s'impose à nous en tant qu'être humain, parce qu'on a tous un moment de notre vie, et au début était dans le ventre de notre mère, qui est une expérience très sonore. On ne voit pas, par contre on entend assez vite dans le développement d'un fœtus. C'est une expérience, on va entendre les fluides, on va entendre une chose importante, c'est les battements du cœur, et on apprend dans le ventre de nos mères ce qui est un rythme, hein, le rythme cardiaque, on apprend à l'interpréter. Ensuite, on vit un certain nombre d'expériences qui sont communes à l'ensemble de l'humanité. Maintenant, c'est vrai, la digitalisation, et au-delà de la digitalisation, la distribution du son et de la musique ont été complètement révolutionnées ces 20 dernières années. Et ce qui était un petit vocabulaire universel est devenu un vocabulaire universel gigantesque. C'est simple, il y a 2 siècles, la musique c'était un divertissement bourgeois, c'est-à-dire que qui pouvait écouter de la musique, il fallait aller dans des endroits où on jouait de la musique. Alors vous aviez la taverne qui était peut-être pas forcément bourgeoise, ou vous aviez au 19e siècle, vous avez la possibilité d'aller à l'opéra, mais qui peut? Et même dans les années 50, quand le ministère de la Culture en France fait une étude sur la consommation de son, c'est très segmenté. Les riches ont un accès, pas les pauvres. Les urbains consomment mais pratiquement 10 fois plus que les ruraux. Il y a une discrimination homme-femme, il y a une discrimination moins jeune. Cette segmentation n'existe plus. Et ce qui n'existe encore moins, c'est que à l'époque, il y avait la musique des jeunes, il y avait la musique des vieux. Aujourd'hui, 25% de l'écoute des musiques classiques, c'est des moins de 25 ans. 25%, c'est énorme. Vous donnez un autre chiffre d'ailleurs qui m'a interpellé, c'est que vous dites, c'est une étude, je crois, Spotify, 19% des utilisateurs de Spotify ont plus de 55 ans, et plus de 55 ans, c'est à peu près, en termes de population mondiale, c'est à peu près 19% aussi. Donc ça veut dire que la musique est écoutée par tout le monde aujourd'hui, mais est-ce que ça veut dire que nos oreilles sont plus exigeantes, plus accoutumées?
Et est-ce que ça veut dire que pour des créateurs comme vous, c'est plus difficile d'émerger parce que l'offre est telle aujourd'hui qu'il est difficile de faire la différence? Alors, la première partie est vraiment tout à fait exacte. Finalement, on écoute comme on respire. La deuxième partie ne l'est pas. D'abord parce que les contenus, là aussi, il y a 20 ans, il y a 30 ans, un contenu qui était, je vais vous dire n'importe quoi, punk à l'époque où le punk se développe, il est vraiment pour une communauté punk. Aujourd'hui d'ailleurs, les gens qui écoutaient les Beatles dans les années 60, ils ont aujourd'hui 80-90 ans. Mais quand moi je demande, et je fais pas mal de conférences aux États-Unis dans les universités, je demande aux jeunes qui sont en face de moi, qui a déjà écouté les Beatles, tout le monde lève la main, Ouais. tout le monde connaît. Finalement, cette transversalité des contenus, elle fait que moi, en tant que créateur d'identité sonore, moi je suis là pour aider les marques à être plus fortes. Et donc d'être à la fois plus clair auprès des gens et de laisser une empreinte plus marquante. C'est beaucoup plus simple pour nous si on sait faire. Pourquoi ? Parce qu'on peut décider plus simplement d'être segmentant ou de ne pas l'être. Je peux décider d'être sur une niche de perception qui est petite ou d'aller chercher des niches plus larges. C'est la force en fait de cette universalité que ni le mot, aujourd'hui pour plein de raisons, si vous voulez on peut l'évoquer, ni l'image n'arrive à faire. Quand on regarde la communication des marques, généralement, elle essaye systématiquement, plus ou moins, de jouer sur l'émotion, c'est-à-dire l'idée d'aller déclencher quelque chose par une campagne publicitaire. J'imagine que ça doit aussi se retranscrire quand on crée une signature sonore, c'est-à-dire vous allez jouer sur ce registre-là ? Alors, il y a la notion de registre et il y a la notion d'émotion. L'émotion n'est pas un registre, parce que de quelle émotion on parle ? Ouais. De la même façon qu'une marque a un positionnement en matière de personnalité qui l'amène à avoir des valeurs, et quand elle choisit des valeurs, elle renonce à d'autres. On ne peut pas être tout et son contraire. En matière d'émotion, et Sixième Son plaide là-dessus depuis bien longtemps, il faut avoir une stratégie émotionnelle. Toutes les émotions ne sont pas bonnes à prendre pour les marques. Et fondamentalement, oui, il y a une dimension émotionnelle. On construit chez Sixième Son le patrimoine musical de nos clients, et ce patrimoine musical, il les aide à créer un patrimoine émotionnel. Tout le monde a besoin de ce patrimoine émotionnel. Rien n'est purement fonctionnel. Mais l'enjeu, c'est d'avoir la bonne émotion qui permet d'être mieux compris. Je vois malheureusement, depuis le Covid, beaucoup de communications qui, pour dire la vérité, se font autour d'un pathos qui est fatigant et qui, en plus, n'est pas distinctif. Se retrouver avec tout le monde qui veut nous mettre la larme à l'œil, oui, ça n'a strictement aucun intérêt. Vous pouvez dans certaines circonstances, mais par exemple, Sixième Son travaille beaucoup par exemple, dans le monde de la santé. Oui. Le monde de la santé, il a toujours eu ce mauvais réflexe de dire bon, faut faire un peu triste pour montrer qu'on s'occupe des gens, qu'on les comprend, qu'on compatit, on a de l'empathie. D'abord, ça fait que toutes les marques font la même chose, mais en réalité, c'est pas ce qu'on attend d'une marque de santé. On peut attendre qu'elle nous comprenne, mais on attend qu'elle nous aide et qu'elle nous donne une perspective. La perspective, ça peut pas être la tristesse pour elle. Donc l'émotion, il faut faire attention. Mais comment vous faites passer ça en 3-4 secondes ? Bon, d'abord, vous savez, vous n'avez même pas besoin parfois de 3-4 secondes. Si vous entendez... Netflix, par exemple, ça doit être moins que ça. Il doit y avoir 2 notes, quelque chose comme ça. Alors, vous avez 2 impacts et puis vous avez une résolution. Mais d'abord, parfois, on a beaucoup plus de temps que ça. Vous citiez la Coupe du Monde de rugby. Il y a tout un protocole. On peut avoir des signatures très courtes. On a l'entrée des joueurs qui est très longue. On a la célébration d'un essai ou d'une transformation qui est plus longue. Dans le dispositif des marques, les occasions sont tellement nombreuses qu'on a finalement un système avec des formats et des points de contact différents. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que parfois, il suffit d'1 seconde. Prenez un verre d'eau, faites-le tomber, là, sur le sol. Vous allez voir que le bruit qu'il génère va faire que tous les gens qui sont là vont tourner la tête. Ça ne fait pas 1 seconde. Quand vous entendez le bruit d'une ambulance, quand vous entendrez le bruit des oiseaux. En fait, le cerveau a cette dimension... l'audio, il y a cette dimension reptilienne, vous pouvez dire pavlovienne si vous voulez, qui fait qu'il y a cette interpellation et en même temps, un message. Il n'y a pas de son neutre. Ça n'existe pas. Chaque son a une dimension fonctionnelle et une dimension émotionnelle. Et les marques doivent savoir quoi en faire. Mais est-ce que tout le monde ne réagit pas de la même façon face à un son ? Donc comment faire en sorte que cette signature-là, elle puisse
être universel en même temps? Alors, en fait, ce dont on se rend compte, donc chez Siemson, ça fait quoi? Ça fait 12-13 ans qu'on a un département recherche qui est là pour mesurer à la fois l'impact de ce qu'on fait et de le monitorer, c'est-à-dire de suivre au fur et à mesure du temps pour voir comment on fait évoluer nos travaux. On se rend compte que la compréhension de ce qu'on fait est de plus en plus forte. Et je ne crois pas que ce soit simplement parce que Sixième Son est de plus en plus fort, mais aussi parce que l'évolution du contexte d'écoute fait que le substrat, la matière première aujourd'hui de ce vocabulaire qui est de plus en plus universel, parce que la compréhension est de plus en plus universelle, elle touche de plus en plus de monde de la même façon. Ce qui est différent, et ce qu'on trouve dans les cultures, c'est deux choses. D'abord, le j'aime pas. Ouais. En fait, vous pouvez avoir un son, avoir la même compréhension de ce son que votre voisin, mais l'apprécier de façon différente. Ça reste à la fois très personnel et très culturel. Et la deuxième chose, c'est la hiérarchisation des éléments de la compréhension. On vient de faire un test pour une grande marque de luxe dont on s'occupe, et l'identité sonore qu'on lance là, on l'a testé dans pas mal de pays. Ouais. On se rend compte qu'il y a 4-5 mots-clés qui sont compris de façon forte partout. Et d'ailleurs, cette marque nous dira, moi, j'arrive pas à le faire ça avec les mots. Par contre, ce qu'on voit, c'est une différence de hiérarchie. Par exemple, aux États-Unis, là où je vis, la notion de puissance est une notion qui est comprise différemment de ce qu'on voit en Chine, par exemple, ou en Europe. Et quand cette puissance est là, aux États-Unis, elle monte très vite, très facilement. Pas du tout en France, où il peut y avoir une connotation assez négative sur la notion de puissance. Et elle a une dimension très statutaire en Chine. Donc la puissance, elle est vue par les Américains comme presque un passage obligé. Elle est vue avec une certaine méfiance en Europe. Mais par contre, elle est comprise. Quand elle y est, les trois vont l'identifier. On voit souvent des marques qui font des campagnes avec des tubes internationaux. J'imagine que la tentation est grande de se dire ça va être un succès parce que je m'appuie sur un succès. Et vous racontez dans le bouquin, et ça m'a fait rire, 2-3 gros ratés quand même. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi c'est pas une bonne idée finalement? Alors, d'abord, je cite 2-3 gros ratés pour pas perdre trop d'amis, mais fondamentalement, l'utilisation d'une musique connue, voire très connue, non seulement fonctionne de moins en moins, mais produit de plus en plus d'effets contraires aux objectifs. Quelques raisons simples. Pourquoi ça marchait dans les années 70, 80, jusqu'aux années 90? D'abord parce que l'accès à la musique était compliqué. Et qu'on était bien content de retrouver en pub un truc intéressant, un truc connu, un truc qu'on aimait. À l'époque, vous aviez quelques radios, mais vous n'aviez pas la capacité de choisir vous-même ce que vous vouliez à tout moment. Éventuellement, vous pouviez aller acheter un disque, mais vous ne pouvez pas acheter tous les disques. Aujourd'hui, la situation est inverse. J'ai plus besoin des marques pour écouter les musiques que je veux. Donc la première question, c'est que si une marque me fait écouter quelque chose, il faut que j'ai un intérêt particulier à cette écoute. Cet intérêt, il n'existe plus. La deuxième chose, c'est qu'il y a une sorte de maturité des gens, vous, moi, et notamment les jeunes, qui savent décrypter. Et le temps est révolu où je m'achetais une musique de jeunes pour faire croire que j'étais Jones. C'est terminé, les gens savent décrypter. Aux États-Unis, ce que j'entends beaucoup dans les tests qu'on fait, quand je vois des publicités avec des musiques connues, on a souvent des panels. Les jeunes, mais pas que les jeunes, disent assez souvent, enfin, ils nous prennent pour qui? Ils parlent pas exactement d'appropriation culturelle, mais c'est pas loin d'être ça. C'est dire, ils s'habillent avec des habits jeunes, mais ils ne le sont pas. Ils s'habillent avec des habits funk, mais ils ne le sont pas. Ils s'habillent avec... C'est la question en fait de la légitimité qui se pose. Et en réalité, si vous diffusez quelque chose et que vous êtes une marque, vous devez diffuser quelque chose de spécifique, d'unique, parce que c'est la seule façon de créer un intérêt dont vous tiriez vous-même les bénéfices. TikTok sortait une étude, il n'y a pas très longtemps, qui dit quand une marque sur TikTok utilise une musique connue, les personnes qui l'écoutent, et notamment les moins de 25 ans, gardent la musique en tête et ne se souviennent pas de la marque. Ce que j'aime bien, c'est que quand même dans le bouquin, vous avez une approche, je ne sais pas si ça vous va si je dis ça, mais assez data-driven, et que du coup, vous n'avez pas... ok, vous prêchez pour votre paroisse, très clairement, mais c'est assis sur des tests dont vous parlez. J'aimerais savoir, moi, quelle est la méthode? Parce que je trouve ça intéressant que ce ne soit pas juste votre présupposé à vous, c'est aussi assis vraiment sur de la data et sur les tests que vous faites. Bon, alors,
On a à la fois beaucoup d'outils. Il n'y a pas un client pour lequel on n'ait pas fait d'études. Et on le fait parfois avec des instituts qui ont des expériences différentes. Vous verrez prochainement, on communique sur une grande étude avec Harris Interactive ici. On a des partenariats aux États-Unis, on a des partenariats en Asie. On a nos propres outils d'évaluation. Certains s'appuient sur des questionnaires administrés. Personnellement, moi j'aime bien les outils qu'on a développés qui sont plutôt en observation. Vous avez des gens qui sont dans une pièce, vous mettez un film publicitaire, vous mettez une musique et vous voyez par exemple le temps que les gens vont réellement passer avec les yeux sur l'écran. Vous faites ce même test avec une autre musique et vous vous rendez compte que le temps d'attention à l'écran est différent. Oui, ça on sait le prouver, on a les outils chez CMSON pour le faire. Le choix d'une musique sur un film publicitaire ou digital a une influence directe sur le watch time, je ne sais pas comment on peut traduire ça, sur le temps d'attention, ouais. Le temps d'attention à l'écran. Or, personne ne produit un film publicitaire ou autre pour qu'il ne soit pas regardé. Si on ne prend pas en compte ce facteur que la musique n'est pas simplement un élément d'illustration, mais un élément d'attention et d'engagement, on se trompe. Et donc, avec ces outils d'administration, avec ces outils d'observation, avec des outils neurosciences qui ont été développés sur le eye tracking, face scanning, on a pas mal de données. Et c'est à partir de là, d'abord, qu'on a nos évaluations, mais aussi qu'on a des modèles. Aujourd'hui, moi, je sais dire quelle est la structure d'une signature sonore qui capte le plus d'attention à l'écran. C'est ça qui permet, c'est ces outils-là qui permettent aux marques de mesurer un peu leur retour sur investissement quand elles investissent dans une signature sonore. Alors nous, on invite tout le monde à mesurer. Si vous voulez vous améliorer, vous devez mesurer. Comment savoir si on s'améliore si on le fait au doigt mouillé? Ouais. La deuxième chose, c'est que la plupart des marques avec lesquelles on travaille, et on travaille avec des petites entreprises, on travaille avec des très grandes entreprises, on va travailler souvent longtemps avec elles. Vous citiez la SNCF, on va fêter l'année prochaine les 20 ans de cette identité sonore-là, et qui n'est pas qu'une signature, qui est tout un dispositif, qui va du bruit des portes qui ferment, au sonal embarqué dans le train, au jingle de gare. Quand on a des relations de long terme comme celles qu'on a aujourd'hui, on veut se donner des feuilles de route qui évoluent. La marque, c'est un élément vivant. Une marque, elle évolue dans son positionnement. Elle évolue aussi sous la pression de ses concurrents, qui eux aussi ne sont pas statiques. Quand on a ces outils-là, on se dit, voilà, là aujourd'hui, on en est là. Hop, on a cette mesure-là. Tiens, on a une faiblesse ici, on a une force là. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on appuie sur nos forces ou est-ce qu'on se dit, tiens, finalement, cette bataille est gagnée, on va gagner la bataille d'après ? Moi, je suis très heureux que, par exemple, on ait quelques clients comme Michelin, chez qui on fait très régulièrement des études. On a fait récemment une série d'études dans le monde automobile qui, pour nos clients, ouvre une perspective complètement folle de performance, notamment en radio, que beaucoup de marques ont perdu. Mesurer, c'est à la fois s'améliorer, et puis essayer de gagner des batailles, notamment concurrentielles. Vous concluez le livre sur le fait qu'il y a 14% seulement des marques en France qui ont une identité sonore, 6% en Amérique du Nord. Ça veut dire que vous avez un boulevard. On a un boulevard, mais je crois qu'il faut faire attention à une chose essentielle. L'enjeu, c'est pas d'avoir une identité sonore, l'enjeu, c'est d'avoir la bonne. On voit ces dernières années, et peut-être l'exemple le plus marquant, et pour le coup, c'est pas moi qui le dis, il y a un institut aux États-Unis qui s'appelle Veritoni qui a fait une étude et qui démontre, par exemple, à quel point Mastercard s'est trompé. Mastercard a créé une identité sonore et c'est une catastrophe. Et ils expliquent pourquoi. À l'inverse, vous avez des petites marques avec peu de moyens qui ont des... Je prends par exemple une marque comme But, qui n'est pas un énorme annonceur. En fait, on mesure que leur identité sonore est un avantage concurrentiel pour deux raisons. C'est le 75e ou le 80e ou 85e annonceur français. Sur la capacité d'interpellation, le son les amène parmi les 25 marques les plus performantes. Il y a cet enjeu qui est de dire, j'ai pas besoin d'avoir un son. Par contre, si j'en ai un, il faut que ce soit le bon. Je veux pas avoir une identité visuelle si elle m'apporte rien. Tous les outils de marque sont des outils de transformation. Je veux me doter d'une identité sonore parce que j'ai besoin de performance et j'ai besoin de cohérence. J'ai besoin de clarté et j'ai besoin d'attention. Nous, chez CMSON, on définit 6 paramètres clés d'évaluation. Sur chacun de ces paramètres, il faut avoir une vision.
Qu'est-ce que je recherche en matière de notoriété? Qu'est-ce que je cherche en matière d'attribution? Qu'est-ce que je cherche en matière d'attention? Quel est mon problème d'ailleurs de ce point de vue-là? Comment je veux bâtir de l'engagement? Pour être plus clair, qu'est-ce qui finalement dans la perception de ma marque aujourd'hui est clair? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Et enfin, quelle est la raison pour laquelle les gens doivent m'aimer? Quels sont les vrais fondements de cette préférence que je veux bâtir? Donc on a cette structure, cette architecture d'analyse qui est aussi celle sur laquelle on base notre travail créatif. Parce que la force créative de Sixième Son, je suis content que vous en ayez parlé au début, mais la réussite de Sixième Son, elle n'est pas due qu'à notre capacité à analyser. Elle est due aussi au talent créatif. Mais ce talent créatif, il n'est pas au service de gens qui veulent qu'on plaise à leurs clients. Non. On fait de la création pour bâtir de la performance. Merci beaucoup, Michael Boumendil. Je rappelle votre livre « Le siècle du son », c'est aux éditions Débat Public.